Alors, je connais Marc Toiti, il était d'ailleurs venu ici même. Il avait accepté très gentiment de venir s'exprimer sur UPR TV. C'est quelqu'un, un économiste pour qui j'ai de l'estime, et qui d'ailleurs est un peu comme moi, c'est-à-dire vox clamans in deserto. Il y en a quelques autres, mais ils ne sont pas si nombreux. Et lui tire notamment la sonnette d'alarme sur la situation calamiteuse des finances publiques, et notamment de tous les grands comptes, comme par exemple le déficit budgétaire, le déficit de la balance des paiements, le solde commercial, etc., etc. Donc effectivement, il tire depuis des mois et même des années maintenant la sonnette d'alarme. Alors sur l'idée qu'il développe, euh, ce qui me gêne un tout petit peu dans son propos, c'est qu'il se place dans un cadre qui n'est pas très clair vis-à-vis des questions européennes. Officiellement, il ne propose pas de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Officieusement, il a quand même dit il y a quelques semaines que l'euro risquait d'exploser en 2025. Je trouve qu'il s'est un petit peu hasardé. Moi, je n'aurais pas formulé une date aussi proche, peut-être, parce qu'il y a une capacité des élites occidentales à tout faire pour sauver l'euro, parce que si l'euro explose, tout, selon le théorème du château de cartes, on peut pas, quand une carte commence à glisser dans un château de cartes, tout s'effondre. On peut pas arrêter le processus de désintégration qui prend l'effet d'une fulgurance contre laquelle on ne peut rien. Donc, Marc Toiti dit que l'euro va exploser à horizon de 2025. En tout cas, et c'est comme ça qu'il voit les choses. C'est possible. Mais il n'en tire pas vraiment de conséquences, notamment lorsqu'il formule ses propositions. Une chose est certaine. Il y a deux, trois choses qui me paraissent certaines. C'est que, premièrement, les prélèvements obligatoires en France sont excessifs. C'est devenu réellement... On est un des pays les plus taxés du monde désormais. Pas forcément le plus. Faudrait vérifier peut-être du côté de la Norvège ou de la Suède. Mais enfin, on est parmi les premiers au monde sur cette triste... affaire. Et puis on entend de partout énormément de Français qui se plaignent, et notamment les Français les plus dynamiques, les plus actifs, ceux qui sont sur le marché du travail, donc qui se plaignent d'avoir, je pense notamment à comment dirais-je, notre numéro 2 sur la liste pour les élections européennes, mon amie Séverine Rasson, qui était numéro 2, que vous avez vu, que j'avais reçu ici, qui, elle, a un profil très différent du numéro 3 du général Henri Roure. Elle, si j'ose dire, c'est une femme du peuple, en fait. Hein. Je reprends un titre d'un livre de Maurice Thorez qui s'appelait Fils du peuple. C'est une femme du peuple, c'est une femme qui est d'une gentillesse, d'un dynamisme extraordinaire, d'une foi en la France, d'un militantisme au-dessus de tout éloge. Et ben, elle est la première à dire aussi qu'elle a beaucoup travaillé et qu'elle, en tant que commerçante ou artisan, elle en a par-dessus la tête des charges. Donc c'est vrai qu'il faut absolument diminuer les charges. Le problème, c'est que comment diminuer les charges alors même qu'on est dans une situation où on a un déficit énorme. Donc la deuxième position de Marc Toiti, c'est qu'il dit qu'il faut que l'État diminue la voilure. Et là, je ne suis qu'à moitié d'accord, parce que je pense que quand il dit l'État, il parle de façon générale de la dépense publique. Parce que l'État stricto sensu, tous les budgets de tous les ministères ont été ratiboisés. Le ministère de la Défense, alors depuis peu, maintenant depuis la guerre en Ukraine, il a retrouvé un petit peu quelques couleurs. Mais enfin, le ministère de la Défense, dans tous les domaines, ça a été des restrictions budgétaires considérables. En revanche, il y a des dépenses somptuaires qui ont proliféré ailleurs. La première de ces dépenses étant d'ailleurs notre appartenance à l'Union européenne, dont je rappelle que ça nous coûte bon an, mal an, un minimum de l'ordre de 10 à 12 milliards d'euros. C'est la différence entre ce que l'on verse et ce que l'on reçoit. Mais c'est un strict minimum, parce que on ne compte pas les économies que l'on ferait si on sortait de l'Union européenne, en se défaisant dans toute une série de normes administratives, de paperasse, etc., qui bouffent une partie du PIB d'une façon colossale. Les Britanniques ou les Néerlandais ont chiffré ça se chiffre en centaines de milliards de dollars ou de livres sterling s'agissant du Royaume-Uni. Donc là, il y a des économies énormes à faire. Si on sort de l'OTAN, on fera également
quelques économies. Mais déjà, la sortie de l'Union européenne, ce sont des économies. Deuxièmement, il y a la suppression de niveaux administratifs. Nous, on l'a proposé dans le programme, j'y reviens. Nous avons proposé de supprimer les régions. Que les régions redeviennent ce qu'elles furent du temps de Georges Pompidou, c'est-à-dire un simple établissement public administratif sans élus, avec quelques dizaines, je sais pas, une vingtaine, une trentaine de personnes qui feraient de la coordination interdépartementale. La France, elle se portait très bien, merci pour elle, jusqu'en 1981 sur ces questions. Hein, les 30 Glorieuses, ça s'est produit dans une France en pleine expansion économique. On n'avait pas de région. Voilà. Les régions, c'est l'établissement public régional. C'est Pompidou qui les a créées en 1972, sur pression d'ailleurs des européistes qui avaient ce dessein à long terme dont on commence à comprendre maintenant le mécanisme, c'est-à-dire en fait une démolition de l'État-nation centralisé avec des régions qui deviendraient, et c'est ce qui a été fait en 1981, enfin plus exactement au début 82 avec les lois de décentralisation dites les lois Defferre, et qui a créé non seulement qui a posé le principe que les collectivités locales s'administrent de plein droit alors qu'avant leurs actes administratifs devaient être validés par le préfet. C'est ce qu'on appelait un État centralisateur et jacobin. Donc désormais, c'est un contrôle a posteriori des décisions qui sont prises, ce qui a facilité malheureusement des dépenses absolument exponentielles des collectivités locales. Il y avait un préfet qui s'appelait Jean-Émile Vier, qui à l'époque, en 1981-82, avait écrit un ouvrage qui s'appelait La décentralisation sans illusion et qui annonçait exactement ce qui s'est passé. Mais à notre époque, se poser des questions sur la décentralisation, c'est aussitôt se faire taxer de tous les noms, puisqu'en France, c'est devenu un pays étouffant. Sur tous les sujets, il y a des hystéries qui se produisent. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. Il y a un nombre de sujets, mais c'est incroyable. C'est des hystéries. Alors si on dit, par exemple, que moi, personnellement, je trouve que la décentralisation, il y a à boire et à manger, et qu'il y a eu une explosion des coûts absolument énorme, pour un gain pour la population française qui reste à démontrer, parce que ça crée par ailleurs des hobereaux, des élus locaux qui se prennent pour des pachas, qui entretiennent tout un des frais de maison, qui font des restos avec des dépenses extraordinaires, des voyages d'études, des flottes d'automobiles, des cabinets, des directeurs de cabinet, des chefs de cabinet pour tous les élus, avec des présidents, des vice-présidents, dans tous les conseils départementaux et dans les conseils régionaux, parce qu'en plus, Mitterrand a créé les régions qui sont devenues des collectivités de plein exercice, c'est-à-dire avec des conseillers régionaux. Jusqu'en 82, ça n'existait pas, les conseillers régionaux. C'était des établissements publics administratifs. Là, par exemple, nous, quand on propose de supprimer les régions pour en revenir aux établissements, c'est des milliards d'euros d'économies. Mais pourquoi le Rassemblement national ou LFI ou tous les autres partis ne le proposent pas? Parce qu'ils ont des gens qui croûtent là-dedans. Ils ont des élus qui sont les premiers à manger dans les gamelles. Il est là le problème, c'est qu'on a en France une strate administrative qui est incroyable. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler beaucoup d'ailleurs. Donc si on veut faire des vraies économies, c'est pas tellement de gratter encore sur le budget de la défense ou sur le budget de la sécurité ou sur le budget des écoles. Ça serait beaucoup plus de gratter sur les collectivités locales contre toutes ces petites féodalités que l'on a laissé proliférer. Donc il y a des économies, des quantités d'économies à faire. Et puis c'est pas tout. Nous avons un projet global, un projet cohérent et logique. Voilà. C'est une des caractéristiques, d'ailleurs, personnellement, de ma personne, je crois, c'est la cohérence et la logique. C'est-à-dire qu'on a un projet qui n'est pas illogique. Pourquoi logique? Parce que nous disons qu'il faut sortir de l'Union européenne pour rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Pourquoi rétablir le contrôle des mouvements de capitaux? Pour taxer, justement, les plus grandes fortunes. Pour taxer, justement, toutes ces grandes entreprises qui jouent de la libre circulation des mouvements de capitaux pour délocaliser leurs usines au Bangladesh ou au Vietnam ou dans le Sichuan ou je ne sais pas où, et pour récupérer, pour dégager des excédents géants qui, au lieu d'être taxés en France, vont par d'un simple jeu d'écriture partir au Luxembourg, à l'île de Man, aux Bahamas ou je ne sais pas où, et donc pour échapper à l'impôt.
la France est devenue un pays où les plus grosses fortunes françaises, qui se chiffrent parfois en milliards d'euros, sont taxées. Le taux moyen, je crois, est de l'ordre de 2%. Et donc tout ça, ce sont les classes moyennes qui payent plein pot. De ce point de vue-là, j'avais vu pendant les élections européennes, le jeune Léon Desfontaines, là, du Parti communiste français, disait des choses avec lesquelles je n'étais pas en désaccord. Moi, je dis ce que je pense être la vérité et la réalité. La réalité, c'est qu'il faut récupérer, et c'est pas possible d'avoir laissé proliférer des fortunes qui sont comme celle de Bernard Arnault, qui est de l'ordre de 200 milliards d'euros. 200 000 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que d'avoir 200 000 millions d'euros? C'est déjà, il y a l'écrasante majorité des Français, à la fin de leur vie, n'ont pas 1 million d'euros. Voilà, ils n'ont même pas 100 000 euros. Voilà. Quelqu'un qui a 200 000 millions d'euros. Donc ça fait des fortunes absolument colossales qui ont été sécrétées par justement la libre circulation des mouvements de capitaux. On trouve ça dans tous les pays de l'OCDE. Et d'ailleurs, même si je n'approuve pas forcément les méthodes un peu musclées avec lesquelles ça s'est produit, mais regardez ce qui s'est passé en Russie, ce qui s'est passé en Chine, c'est-à-dire que vous avez des dirigeants qui veillent à ce que il n'y ait pas des oligarques et qui prennent une puissance financière tellement importante qu'elle fasse de l'ombre au gouvernement, parce que le gouvernement, l'État, il est là pour défendre toutes les catégories de la population, depuis les plus riches jusqu'aux plus pauvres, alors que justement la privatisation généralisée d'une société et la libre circulation des mouvements de capitaux revient en fait à donner le pouvoir aux plus riches. C'est exactement ça qui se passe. Donc, nous disons que si on sort de l'Union européenne, on pourra rétablir le contrôle des mouvements de capitaux. Je rappelle, je l'ai dit 10 000 fois, mais encore une fois, je le rappelle, c'est l'acte unique de 1986 qui a posé cette libre circulation des mouvements de capitaux, alors que les 30 glorieuses de l'école française, les années 50, 60, 70, ont été justement une période où il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. Le plan Barre, on pouvait pas, en 1976, on ne pouvait pas sortir plus de 5 000 francs de France. Voilà. Donc, ce qui a volé en éclats, c'est le contrôle des mouvements de capitaux à partir de 1986, l'acte unique. Ça a été intégré dans le traité de Maastricht. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a eu l'explosion de des délocalisations et du fait qu'il n'y a plus de matière fiscale sur les personnes les plus riches. Parce que pour rétablir les comptes publics, il va falloir quand même aussi récupérer une partie de ces immenses fortunes qui se sont constituées. Donc M. Desfontaines, de ce point de vue-là, disait qu'il y a des choses qui étaient justes, sauf que il refuse de sortir de l'Union européenne, de l'euro. Donc ce qu'il disait, il mentait. On ne peut pas rétablir le contrôle des mouvements de capitaux si on reste dans l'Union européenne. Voilà, donc je vous renvoie, on avait fait pour la présidentielle de 2022, il y avait tout un catalogue de mesures pour faire des économies. Il y a aussi, bien sûr, des économies à faire sur toute une série de prestations sociales qui sont parfois... il y a des abonnés dans un certain nombre de ministères, des associations où la dépense publique n'est pas forcément parfaitement idoine, mais qui sont en fait des amis du pouvoir. Voilà. Il y a comme ça un certain nombre de ministères où il y a vraiment matière à remettre un peu d'ordre. Voilà, il suffit de reprendre les rapports qui sont faits régulièrement par l'Inspection générale des finances à Bercy ou par la Cour des comptes, où on découvre qu'il y a quand même beaucoup de procédures qui devraient être revues. Ça touche aussi bien des prestations sociales que aussi des prestations aux entreprises. Il y a quand même des cadeaux, comme le dit la gauche, elle n'a pas toujours tort. Il y a des cadeaux aux entreprises qui sont excessifs, voilà, et qui sont. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Tout ce que je viens de dire, ça veut dire que on est à la veille d'un nécessaire nouvelle nuit du 4 août, la nuit du 4 août 1789, comme vous le savez, et qui avait été l'abolition des privilèges. La France, elle est redevenue une société de privilèges.
Donc pour rétablir la France, eh ben il faudrait supprimer les privilégiés de notre époque, c'est-à-dire tous ces conseillers régionaux qui ne servent finalement pas à grand-chose, puisque en fait on se marche sur les pieds entre l'État, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les communes, les intercommunalités, plus personne n'y comprend rien. Il a fallu d'ailleurs que le législateur se gratte la tête pour savoir ce qu'on allait donner aux régions. Donc là, il paraît qu'il ne faut pas toucher aux régions. Il paraît qu'il ne faut pas toucher à la libre circulation des mouvements de capitaux. Sinon, il y aura M. Bernard Arnault, M. Patrick Drahi, M. Bolloré qui monteront sur leur grand show. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils achètent les médias. Pourquoi est-ce que je suis invisibilisé ? Je l'explique souvent, mais je reviens dessus. C'est pas pour rien. Pourquoi Bardella est-il promu ? Parce qu'il est inodore et sans saveur, et surtout, il est totalement inoffensif pour les plus grandes fortunes. Bien sûr, il ne changera rien. Tandis que quelqu'un qui défend dans sa profondeur les intérêts du peuple français, mais je ne fais pas du populisme, je ne suis pas un révolutionnaire, je suis excusez-moi, mais exactement, je pense, ce qu'aurait fait un De Gaulle ou un Philippe Séguin, c'est-à-dire prendre le corps du peuple français dans son intégralité. La nation France, elle est à bout de souffle, et il faut désormais revenir. Il faut que les gens qui se nourrissent sur la bête, il faut que ça s'arrête. Parmi ceux qui se nourrissent sur la bête, il y a ceux qui sont abonnés aux subventions publiques dans un certain nombre de ministères. Il y a ceux qui sont abonnés à avoir des prestations dans les collectivités locales qui sont extraordinaires. Il y a l'argent qu'on verse à l'Union européenne, l'argent qu'on verse à l'OTAN, l'argent qu'on dilapide avec les grandes régions, avec les régions, etc. Enfin, il y a un sacré coup de balai à faire. Et puis, j'en terminerai là parce que je vois que l'heure passe et j'ai déjà outrepassé mon temps. Et puis il y a aussi un grand principe fondamental, c'est, vous savez, proverbe chinois, le poisson pourri par la tête. Voilà. La première chose à faire, en tout cas si moi j'arrivais un jour au pouvoir, la première chose à faire, c'est adopter au niveau suprême une certaine, modicité, une certaine prudence dans l'utilisation des fonds publics, et puis de faire tout simplement preuve d'économie. Voilà. C'est-à-dire que je considère, par exemple, que si moi j'arrivais à l'Élysée, je me ferais communiquer la liste de tous les avions. Par exemple, qu'il y a des avions, des hélicoptères, ça va pas. Je suis d'accord qu'un chef d'État, il a besoin d'un avion, un gros avion quand il part avec toute une délégation, ou quand il fait un voyage à l'autre bout du monde, en Chine par exemple, c'est nécessaire d'avoir quand même une certaine pompe, une certaine dignité, une certaine majesté. Il est nécessaire peut-être d'avoir un petit avion, un petit jet pour faire des vols plus rapides, mais c'est tout. Il n'y a pas besoin d'avoir des quantités de trucs, des hélicoptères et autres. Ça. D'ailleurs, il n'est pas exclu non plus que le président de la République et les ministres puissent voyager dans des avions commerciaux classiques. Et puis aussi, on est quand même dans un monde maintenant où il n'y a plus besoin de faire autant de voyages. Quand on pense à tous les voyages qu'a fait Macron, mais pourquoi en fait ? Rappelez-vous la fin du mandat de 5 ans de Flamby, de François Hollande. C'était incroyable. Il partait dans des voyages. Il est allé en Colombie, vous vous rappelez peut-être, au mois de mars 2017. Un service strictement rien. En fait, il faisait des frais aux frais de la princesse. Donc tout ça, ça devrait vraiment arrêter. De la même façon, les personnels dans les cabinets ministériels. De la même façon également, les frais de la première dame. Moi, j'ai déjà dit. Moi, je pense qu'il ne doit pas y avoir de première dame ou de premier mari, d'ailleurs. Il doit y avoir le conjoint ou la conjointe du président de la République, point bas. Ça, c'est encore une mode venue d'outre-Atlantique. Et puis, il faut réduire le nombre de ministères également. Mais on reste toujours, c'est la même chose, c'est le pouvoir des partis. C'est les partis politiques qui veulent avoir le maximum. C'est pour ça qu'il y a des pressions du style il faut avoir un portefeuille pour un tel, parce qu'il y a un tel qui en a eu, et sinon un tel va pas être content, etc. Donc tous ces ministères pléthoriques, on se demande ce qu'on va donner à faire avec des titres ronflants, plus personne n'y comprend rien, etc. Il faudrait un gouvernement resserré, il faudrait avoir une diminution des cabinets ministériels. Quand je dis gouvernement resserré, ça devrait dire qu'il ne devrait pas y avoir plus d'une vingtaine de ministres. Et puis c'est tout. Là, on doit en être à 45, 50 avec les sous-ministres et j'en passe et des pires. Voilà, de la même façon qu'il faut absolument arrêter. Moi, je peux vous dire que si j'arrivais au pouvoir, McKinsey se dégagerait dans la minute.
On a des corps d'inspection dans l'administration française. J'ai l'honneur d'être membre de l'un des corps les plus prestigieux de l'administration française, qui est l'inspection générale des finances, qui avait été créée par le baron Louis à la Restauration. On a des corps à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'Intérieur. On a l'inspection générale des affaires sociales au ministère des Affaires sociales. L'inspection générale de je ne sais plus quoi, j'ai l'inspection générale de l'administration, l'inspection générale des affaires sociales. Bon, il y a d'autres corps d'inspection pour l'État. Vous avez la Cour des comptes, etc. Vous avez donc, et puis vous avez l'administration administrante. C'est-à-dire que les fonctionnaires français, ils sont censés normalement être, comment dirais-je, travailler, connaître leurs dossiers, les travailler. Et contrairement à une légende contre laquelle je me bats, je ne dis pas qu'il n'y a pas évidemment qu'il y a des moutons noirs un peu partout, aussi bien dans la fonction publique que dans les entreprises privées. Bon, ça existe partout. Il y a des tirs au flanc partout. Il y en a qui sont un petit peu en dessous du niveau, un peu partout. Mais moi, je sais que quand même dans beaucoup de ministères, en tout cas dans la France que j'ai connue, il y avait quand même... Il y a une conscience professionnelle. Il y a des vrais... que ce soit... Je connais très bien le ministère des Finances. Globalement, les hauts fonctionnaires, mais aussi c'est les cadres de catégorie A, mais aussi les cadres de catégorie B d'ailleurs, et même l'ensemble d'ailleurs du personnel, sont des gens qui sont de grande qualité au ministère des Finances. Et on peut dire la même chose au ministère de l'Intérieur, on peut dire la même chose dans toute une série de ministères. Alors pourquoi on a recours à McKinsey ou à des extérieurs? On les considère en fait comme si c'était des nullités. Quand on voit le résultat d'ailleurs que ça a produit des milliards de dépenses pour avoir une France qui est en train de s'effondrer de partout. Voilà. Donc tout ça, ça dégage, hein, ça dégage. Il y a aussi quelque chose d'ailleurs que je remettrais volontiers en cause, c'est tout simplement l'aide à la presse. Voilà. Je ne vois pas pourquoi la France, le gouvernement français, donne de l'aide, des aides à la presse, si ce n'est en fait que pour favoriser le pouvoir. Vous avez des pays que l'on nous présente d'ailleurs souvent comme des pays remarquables à suivre, je pense à l'Allemagne par exemple, ou la Suisse, il n'y a pas d'aide à la presse. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, on a des milliardaires qui achètent des journaux déficitaires pour promouvoir leur propre agenda à eux, les milliardaires, et en plus, on donne de l'argent à ces milliardaires pour équilibrer le budget de ces journaux qui sont des torchons, et dont en fait d'ailleurs, s'il n'y avait pas l'aide à la presse, ces torchons disparaîtraient. Personnellement, c'est un peu une goutte d'eau par rapport à toutes les sommes que j'ai évoquées précédemment, mais je suis absolument ulcéré de voir que l'argent public sert à financer des journaux qui passent parfois leur temps à insulter une partie des électeurs, alors que ce sont les électeurs qui sont taxés. Enfin, ça n'existe nulle part ailleurs au monde, un truc pareil. C'est comme les dérives insensées qu'on a constatées sur France Inter. C'est inimaginable. C'est-à-dire que les Français doivent payer un service public de l'audiovisuel. Je ne suis pas contre le service public de l'audiovisuel, mais il faut que ce soit un service qui soit absolument d'une neutralité politique impeccable. On ne peut pas avoir un service qui prend aussi ouvertement fait et cause contre des pans entiers de l'opinion publique, ou qui, de façon encore plus scandaleuse, si j'ose dire, invisibilise des gens comme notre mouvement politique. Aujourd'hui, sur France Inter, France Info, France Culture, etc., le débat sur la participation de la France à l'Union européenne, le débat sur le vrai bilan du Brexit, le débat sur le vrai bilan de l'euro, le débat sur ce que nous coûte l'OTAN, etc., ce sont des débats interdits par la puissance publique, par les radios et télévisions publiques payées par le contribuable, alors même qu'une partie significative et peut-être même majoritaire des Français voudrait le Frexit. C'est intolérable, c'est inimaginable, c'est inconcevable dans la plupart des grandes démocraties du monde. Voilà encore un élément qu'il faudrait rajouter parmi les économies à faire. Je m'aperçois, on me fait des gros yeux dans la régie, donc il est très tard, je me suis laissé aller, excusez-moi pour ça, mais enfin c'est toujours un plaisir de parler donc aux gens qui veulent bien nous écouter. Je terminerai donc avec vraiment deux, trois choses. Un, notre mouvement
n'est pas mort du tout. Au contraire, on a vu, c'est fait très plaisir, on a vu beaucoup d'adhésions, de dons à l'occasion de cette campagne, et même depuis, même depuis, on continue à avoir des adhésions. Il y a un certain nombre de personnes aussi qui ont du remords par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, c'est comme dans les Saintes Écritures, hein, les écailles leur tombent des yeux. Vous savez, quand c'est par exemple la conversion de Saint Paul là, sur le chemin de Damas, il reste aveugle pendant 3 jours, et puis d'un seul coup, les écailles lui tombent des yeux. C'est-à-dire qu'il se met à adorer ce qu'il brûlait et brûler ce qu'il avait adoré. Je vous renvoie aux actes des apôtres. Mais là, c'est pas très laïque ce que je dis. Donc là, il y a des Français qui commencent à découvrir que Bardella, que le Reconquête, que LFI, c'était pas exactement ce qu'on leur avait dit. Hein. Et la découverte va s'amplifier au cours des semaines et des mois qui viennent. Donc c'est le moment de venir chez nous. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais pendant le bureau politique, on a fait des tas de choses. Par exemple, on est en train d'améliorer notre système à Internet. Il y a également 5 nouveaux délégués départementaux qui ont été nommés. Donc on est en train de parachever la couverture nationale et outre-mer de nos délégués. On a évidemment plein d'idées pour les semaines qui viennent. Et puis surtout, je pense qu'on va être vraiment de plus en plus sollicité, pas par les médias, mais par les Français qui nous regardent et qui ce souci ne désemparent pas. Voilà. Donc c'était ça. La deuxième chose, c'est qu'il nous manque ce soir quelque chose comme 90 000 euros pour boucler avant la fin juin. À votre bon cœur, messieurs, dames, si on peut arriver à avoir... Bon, ça pourra dépasser un petit peu sur juillet. Mais en gros, je suis quand même très content. Enfin, je suis très mécontente qu'on n'ait pas fait 3%, très mécontent, mais je suis quand même en gros content de pouvoir tenir la tête haute. Notre mouvement va rester un mouvement sans aucun endettement auprès d'une banque. Et ça, c'est fondamental quant à notre liberté d'expression. Et puis la troisième chose, c'est un peu conjoncturel, mais vraiment, je me permets de signaler, si vraiment vous avez des amis, de la famille, des connaissances, des collègues de travail qui vivent dans cette immense zone, c'est pas tout l'étranger, mais qui vivent dans cette immense zone qui va de la Russie et de la Biélorussie jusqu'à la Nouvelle-Zélande, aux îles Fidji, et qui va du Japon, de la Corée, de la Chine, jusqu'à l'Inde, le Sri Lanka, les Maldives et l'Iran, et puis toutes les républiques du Caucase, l'Arménie, la Géorgie, les républiques d'Asie centrale, et toute l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, Hong Kong, etc. Si vous avez des gens qui travaillent, qui vivent là-dedans, dans cette immense région, vraiment, envoyez-leur notre profession de foi, elle est sur notre site. Envoyez-leur, faites-leur circuler la petite vidéo qu'on a faite sur leur région en particulier. Et puis si vous les avez au téléphone, etc., dites-leur que leur vote peut changer un petit peu les choses. C'est qu'ils peuvent se muer en représentants de l'ensemble du peuple français. Ils ont la possibilité d'envoyer ce qui serait le seul député français qui propose de se libérer de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, et qui le propose depuis 17 ans et demi. Voilà. Il serait le représentant de ces millions de Français qui sont frustrés de ne pas avoir de représentation de députés à la représentation nationale. Merci de m'avoir écouté. Et puis, vive la France, bien sûr.